l'organisation de ce e-débat est l'occasion de rappeler que les droits des femmes sont l'affaire de tous. Et je pense qu'ils sont un marqueur de la dignité de la personne humaine et de la société de droit aussi, en France comme ailleurs. Les avocats, nous le savons, nous le croyons, nous le pensons, ont un rôle de premier plan à jouer pour faire respecter et reconnaître le droit de toute personne et le droit des femmes en particulier. À l'échelle de notre profession, le Conseil national des barreaux reste entièrement mobilisé au soutien de l'égalité au sein de la profession. Je rappelle à cet égard que les femmes représentent aujourd'hui 55% de notre profession et 70% des effectifs de nos écoles d'avocats sont constitués de jeunes femmes essentiellement. Et pour autant, les disparités de rémunération, y compris dans la profession, entre femmes et hommes demeurent. Le défenseur des droits, de manière très fine, de manière très subtile, sans nous sanctionner, sans nous stigmatiser, avait il y a 2 ans et demi désormais attiré l'attention de chacune des institutions de la profession et nous devions nous saisir, nous nous en étions rendu compte à cette époque. Et la commission égalité du Conseil national des barreaux, qui a été fondée en 2015, continue donc son travail d'évaluation et initie les réformes nécessaires de nos règles professionnelles en faveur de plus d'égalité et de respect de nos principes. Et je veux ici remercier d'abord Florence Nepple pour son action nouvelle, ainsi que tous les élus de la commission pour leur engagement. Le Conseil national des barreaux est avec nous, la profession d'avocat, celui qui cherche à briser le plafond de verre auquel sont toujours confrontés nos consoeurs, tant au sein de leur cabinet que dans les instances professionnelles. Il accompagne ce combat d'un plan d'action, de lutte contre les discriminations au sein de la profession et je pense que nous allons en parler. Il propose à cet égard un outil d'auto-diagnostic au cabinet, leur permettant d'évaluer leur situation et leur marge de progression en la matière. Au niveau international aussi, et dans la droite ligne de ce qui a été fait par mon prédécesseur, Christiane Ferral-Schul, l'ensemble du barreau français se mobilise au soutien de toutes nos consoeurs menacées, empêchées, arrêtées, pour avoir notamment défendu les droits fondamentaux des femmes. C'est le cas, nous le savons, de Nasrin Sotoudeh, notre consoeur iranienne, toujours emprisonnée à l'instant où je prends la parole. C'est un beau symbole. Aujourd'hui même, la pétition lancée par le Conseil national des barreaux pour demander sa libération a dépassé les 500 000 signatures. Mais voyez-vous, les droits des femmes se jouent aussi en France en 2021 et la question de la dignité ne nous est pas étrangère. Peut-on par exemple accepter qu'une femme migrante interpellée sur une plage du Pas-de-Calais reste plusieurs heures en attente de soins alors qu'elle avait perdu les os et puis qu'elle perde son enfant 3 jours plus tard? Il ne faut pas se voiler la face. Le défaut d'humanité et de droit que nous constatons à Téhéran et ailleurs, nous le vivons hélas aussi en France. Et cela, nous devons le dire et le redire, est particulièrement inquiétant. 40% des personnes sans domicile fixe en France sont des femmes. Et je crois que nous pouvons dire que la multiplication des états d'exception qui se succèdent depuis 1 an et plus en réalité ont des conséquences graves sur les conditions de vie de nos concitoyennes. Les femmes et leurs enfants sont de fait des victimes collatérales de la crise sanitaire. Violence familiale, relégation aux tâches ménagères, assignation au télétravail sont autant de symptômes d'une nouvelle crise sociale pour les femmes, je crois qu'il faut avoir le courage de le constater. Et dès lors, oui, de nouvelles luttes se préparent pour les femmes. Elles prennent aussi de nouvelles formes qui questionnent les juristes que nous sommes, hommes et femmes, nous, avocats, autant attachés aux droits des victimes qu'à la présomption d'innocence. Comment finalement réagissons-nous face à l'émergence de tribunaux médiatiques? Ces tribunaux médiatiques qui s'imposent aussi en raison de l'indigence dans laquelle se trouvent les tribunaux réels,
les tribunaux de la justice républicaine. Plus de juges, plus de moyens pour la justice, plus de formation aux violences faites aux femmes et aux enfants, et peut-être que nous n'aurions pas besoin autant de ces tribunaux médiatiques. Avec nos invités, ce matin, nous tenterons de répondre à ces questionnements tout en rendant hommage à ces avocates remarquables pour leur combat, pour leur liberté, les droits des femmes, partout dans le monde, avec donc plusieurs témoignages qui viendront ponctuer ce débat. Nous recevons pour débattre, et je les remercie vivement au nom de nous tous, de la profession et du Conseil national des barreaux, Monsieur Gaël Le Bohec, député d'Ille-et-Vilaine et vice-président de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Merci, monsieur le député, de participer à nos travaux ce matin. Ursula Le Maine, porte-parole de l'association Oser le féminisme, et Florence Lepp, bien sûr, présidente de la commission égalité de notre tribunal des barreaux. Je remercie Hélène de la communication du CN. Laurence, vous avez votre micro. De mener le débat. Et je lui laisse la main immédiatement. À très vite dans nos travaux respectifs et bon débat. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes déjà un certain nombre à avoir posé des questions sur le chat et nous sommes ravis de vous compter parmi nous dans le cadre de ce e-débat. Ce e-débat va se dérouler en deux phases avec un débat et des questions qui vont être posées à nos experts et à nos invités et également à travers la diffusion de vidéos témoignages sur des avocates qui luttent pour les droits humains à travers le monde. Nous allons commencer par une première vidéo réalisée par Caroline Mécari sur Gisèle Halimi. J'avais en moi une rage, une force sauvage. Je voulais me sauver. Avocate parce que l'injustice lui est physiquement intolérable. Avocate parce que femme, elle est depuis le début dans le camp des faibles et des opprimés. Avocate irrespectueuse, comme elle aime à se définir, parce que l'ordre établi est à bousculer et que la loi doit parfois être changée. Telle est Gisèle Halimi. Gisèle Halimi a été l'une des rares femmes à défendre les Félagas. J'ai découvert, horrifié, l'étendue des exactions commises par l'armée française. La torture érigée en système, les viols systématiques des militantes arrêtées, les condamnations sur aveu extorqués, sans compter les disparitions et exécutions sommaires. J'étais abasourdie. Pour défendre ces indépendantistes, elle sera menacée, injuriée, elle déplacera des montagnes, elle rentrera à Paris pour Djamila Boupacha, séquestrée, violée et torturée. Puis vient 1971, le manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté. Elle le signe, elle dit « J'avais tenu à le signer malgré ma profession d'avocate et le blâme probable qui en résulterait, car j'avais moi aussi, à 19 ans, connu la plus profonde détresse après un avortement réalisé par un jeune médecin sadique, un monstre qui avait fait un curetage à vif en disant « Comme ça, tu ne recommenceras pas ». C'est à cette époque qu'elle va créer le mouvement Choisir la cause des femmes, qui la conduira, entre autres, au procès de Bobigny en 1972. C'est l'histoire exemplaire, comme son héroïne, Michèle Chevalier, la mère si courageuse et si intègre de la jeune Marie-Claire violée à 16 ans et accusée de s'être fait avorter. Alors oui, j'ai choisi d'en faire un procès politique et de m'adresser au-dessus de la tête des magistrats à l'opinion publique et au pays. Les accusés reconnaissaient les faits, ne s'en excusaient pas, ne les regrettaient pas, et avec leurs témoins, elles faisaient le procès d'une loi et d'un système inepte. C'est ce procès qui, 3 ans plus tard, permettra la légalisation de l'avortement. 1978, Gisèle Halimi fera le procès du viol. Encore une fois, le droit comme arme. Et là aussi, l'histoire est exemplaire. 2 jeunes touristes belles avaient été violées par 3 hommes pendant près de 5 heures, les laissant en sang, hagardes et traumatisées. L'histoire est à la fois terrible et exemplaire. Tout était réuni pour interpeller la société et entreprendre un grand procès symbolique, un procès explication plutôt qu'un procès expiation. Un procès réflexion, subversion, remise en cause des tabous et d'une culture globale qui admet le viol ou plutôt s'y résigne. Ce procès, elle l'a gagné. Les 3 hommes ont été lourdement condamnés et la définition du viol a été modifiée par la loi du 23 décembre 1980.
Faire avancer la cause des femmes et de leurs droits a toujours été une obsession pour Gisèle Halimi. Elle a utilisé la robe, elle a utilisé l'écriture, avec pas moins de 14 livres, citons Djamila Boupacha, l'avocate irrespectueuse, et aussi l'engagement politique dont elle reviendra très déçue. Gisèle Halimi est retournée à ses premières amours après cette expérience politique. Elle a rejoint la robe qu'elle a portée durant 70 ans, jamais résignée, tenace, combative pour faire avancer la cause des droits des femmes. Elle a toujours su que rien n'est jamais acquis et que pour gagner, il faut la sororité, depuis toujours, la solidarité. Quand les femmes comprendront-elles que leur union leur donnerait une force fabuleuse? Désunies, elles sont vulnérables, mais ensemble, elles représentent une force de création extraordinaire, une force capable de chambouler le monde, sa culture, son organisation, en le rendant plus harmonieux. Les femmes sont folles de ne pas se faire confiance, et les hommes sont fous de se priver de leur apport. J'attends toujours la grande révolution des mentalités, et je dis aux femmes 3 choses. Votre indépendance économique est la clé de votre libération. Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent à votre dignité. Ne vous résignez jamais. Sans transition, nous allons reprendre le e-débat avec une première question. Quelles sont les nouvelles luttes pour le harcèlement, contre le harcèlement sexuel et les violences contre les femmes? Alors, je propose à Ursula de prendre la parole en premier pour cette question, puis chacun pourra bien évidemment s'exprimer. Bien sûr. Alors, depuis effectivement le mouvement MeToo qui a été mondial, qu'on n'a pas pu ignorer, il y a eu un rebond pour la reconnaissance des violences sexuelles, étant donné qu'on a un système d'impunité toujours très très fort, notamment en France où moins de 1% des violeurs sont condamnés, et pour les viols sur mineurs, ça tombe à 0,4%, donc c'est une impunité quasi totale. Et suite au mouvement MeToo, en France, il y a eu quelques dissensions également. On l'a vu avec les tribunes de la liberté d'importuner, etc., qui n'ont eu lieu qu'en France. Dans le reste du monde, c'était quand même un appel assez global et massif pour la justice pour les victimes. Mais ça a cheminé en France et on l'a vu quelques années plus tard, il y a quelques mois, il y a eu un second mouvement MeToo en France autour de l'inceste notamment et de la pédocriminalité en général, suite premièrement à l'ouvrage de Vanessa Springora et ensuite à l'ouvrage de Camille Kouchner sur la question de l'inceste. Et donc, il y a eu des milliers de victimes qui ont témoigné en France de l'inceste qu'elles avaient vécu. En France, il y a 10% des personnes qui ont vécu l'inceste dans leur enfance ou qui le vivent actuellement. Donc, c'est un phénomène massif, structurel, qui doit être adressé. Et donc, on a ce rebond récemment qui a eu lieu. Donc, les mouvements actuels contre les violences sexuelles, c'est encore et toujours la lutte contre l'impunité des agresseurs, mais également une meilleure prise en compte de la pédocriminalité, de la lutte contre la pédocriminalité, avec, on le voit en ce moment, des discussions autour du seuil d'âge et également de l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs. Je ne sais pas si monsieur le député Gaël Le Goec, si vous souhaitez réagir sur ce qui est mis en place, et puis avec aussi cette interrogation que peuvent avoir les victimes de viol de l'expérimentation de la Cour criminelle départementale qui aurait pour conséquence de faire, entre guillemets, échapper les dossiers de viol à la Cour d'assises telle qu'on la connaît classiquement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir sur cette question-là. Il y a plein de sujets. Déjà, bravo pour l'organisation du débat. C'est chouette d'avoir ces sujets-là et de pouvoir en discuter à la fois librement et de façon large. C'est des sujets qu'on ne doit absolument pas mettre sur le tapis et mettre en avant. L'association OC le Féminisme en a parlé, mais je crois que ce qui est hyper important, c'est aussi ce qui a été fait. Il y a des choses qui avancent. Évidemment, ça ne va pas assez vite. Je serai le premier à me dire que j'ai envie que ça aille encore plus vite, mais on ne peut pas oublier ce qui a été fait. Moi, j'ai eu la chance d'organiser un Grenelle local des violences conjugales animé par 2 femmes victimes de violences conjugales et de viols dans une certaine, pas dans une certaine mesure, mais de viols en direct. Donc, je crois qu'il y a des choses qui avancent. Évidemment, il faut aller plus loin. Évidemment, ces expérimentations, moi, je n'ai pas eu encore les retours, donc il faut prendre le temps. On aurait envie d'avoir les conclusions avant même de faire les expérimentations parfois. Je crois que laissons les choses se faire telles qu'elles ont été prévues pour en tirer les conséquences
dans les temps impartis et de façon assez rationnelle, au-delà de toute l'émotion que ces situations peuvent créer, ou des avis des uns et des autres, essayant de trouver des consensus sur ces affaires assez à la fois compliquées et sur lesquelles on doit trouver des nouvelles modes de lutte et des nouveaux outils aussi. Peut-être Florence Nepple, justement, sur ces questions de réflexion, de nouveaux modes de lutte contre ces violences faites aux femmes et également aux jeunes filles, sur le consentement, l'âge du consentement, toutes ces questions qui sont dans le débat aujourd'hui. Quelles sont vos réactions? Oui, alors moi je voulais revenir un petit peu en arrière sur ce qu'a fait Gisèle Halimi pour suivre un petit peu l'évolution aujourd'hui. Donc chacun se le rappelle, Gisèle Halimi sur la question du viol a participé à un procès en 1978 qui est à l'origine de la criminalisation du viol, parce que jusqu'en 1978, le viol n'était qu'un délit. Ça a été donc une très grande avancée à ce moment-là que le viol puisse être considéré comme un crime et que les peines soient en conséquence entre 10 et 20 ans. Vous parliez tout à l'heure de la Cour criminelle départementale et effectivement, il y a eu beaucoup de discussions autour de cette Cour criminelle départementale parce que beaucoup des affaires de viol sont correctionnalisées et on a craint à un moment que la création de ces cours criminelles départementales concerne essentiellement les viols et que de fait, il n'y ait plus de viol devant une cour d'assises avec un jury et qu'on revienne un petit peu en arrière avec une forme de correctionnalisation. Il y a le rapport Getty qui vient de sortir sur la question. Il est clair que cette nouvelle cour criminelle départementale est essentiellement alimentée par des affaires de viol, puisque ça représente plus de 90% des dossiers. Alors, il faut dire que cette cour criminelle, elle est au stade de l'expérimentation. Et la crainte que l'on avait reste présente parce que alors qu'on nous disait auparavant que cela pourrait faire baisser le taux de correctionnalisation, on nous dit aujourd'hui dans ce rapport qu'on n'a pas de moyen d'évaluer ces affaires-là parce qu'il n'existe pas de statistiques en la matière. Donc je pense qu'il va falloir qu'on soit vigilant sur ces cours criminels. Sur les violences faites aux femmes, effectivement, je rebondis sur ce que disait Ursula Le Maine. Je ne veux pas être trop longue, mais je termine là-dessus. C'est vrai que les années passent et les problématiques demeurent. C'est-à-dire que les femmes sont toujours autant victimes de violences à caractère sexuel et elles le sont, y compris de la part de jeunes hommes, puisque le dernier mouvement qu'on a eu, qui fait suite à l'affaire de Camille Kouchner, c'est le mouvement engagé par les étudiantes de Sciences Po qui ont mis en cause des étudiants qui avaient été auteurs d'agressions et qui a montré que ça n'était pas limité à cette école-là, mais que dans tout l'univers étudiant, là encore, de jeunes hommes peuvent se livrer à des violences sexuelles sur les femmes. Donc ça veut dire qu'il y a certainement un travail, au-delà de la loi, il y a certainement un travail d'éducation à faire sur les jeunes pour leur apprendre ce qu'est le consentement, ce qu'est une violence sur les femmes et que ces pratiques-là cessent. Alors, on a Ursula Le Maine, vous souhaitiez revenir sur une affaire emblématique et il y a également, j'en profite, une question qui est posée à votre attention sur le chat et je rappelle, il ne faut pas hésiter les uns les autres à poser vos questions sur le chat. À votre attention, la justice peut-elle être féministe ? Oui, alors je voulais revenir effectivement sur une affaire qui, pour nous, illustre vraiment le combat pour une justice plus justement féministe et tout simplement juste. C'est l'affaire de Julie. Donc Julie, c'est une enfant qui a été violée par une vingtaine de pompiers de ses 13 à 15 ans. Et pourtant, des 20 pompiers qui sont pointés du doigt par Julie, il n'y en a que 3 qui sont mis en examen et renvoyés pour atteinte sexuelle et non pas viol, parce que la justice considère qu'elle n'a pas assez résisté, qu'elle n'a pas assez opposé de résistance face à cet agresseur
l'agresseur, sachant que c'était une enfant sous lourd traitement médical qui faisait crise sur crise sur crise, et les pompiers venaient dans son école la sauver en fait, et donc l'ont mis sous emprise de cette façon et en confiance de cette façon, et sont ensuite passés de main en main. Et ces réalités-là, dans l'affaire de Julie, on voit qu'à tous les niveaux du système, que ce soit la prise de la plainte, l'audition de Julie, qui était empreinte complètement de culture du viol. Donc la culture du viol, c'est tous les mots et comportements qui vont euphémiser le viol, inverser la culpabilité sur la victime plutôt que sur les agresseurs. Donc on lui a dit, mais pourquoi tu les as pas mordus? Mais pourquoi tu y es allé? Mais pourquoi? Voilà. Donc la culpabiliser, lui faire sentir qu'elle était en faute, en fait, alors que, je rappelle, elle avait 15 ans au moment de cette audition. Et donc, à partir du moment où il y a eu déjà les policiers qui se sont mal conduits, il y a eu également une expertise psychiatrique de la part d'un expert judiciaire qui s'appelle M. Paul Bensoussan, qui a utilisé le principe d'hystérie pour qualifier Julie, donc maladie inventée qui a été supprimée du DSM depuis les années 50, hein, s'il faut le rappeler, et également donc un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui nous dit que les pompiers n'étaient pas incités à la réflexion parce qu'ils ont l'habitude que les femmes aient des comportements débridés à leur égard. Donc on est dans une affaire qui de A à Z illustre tout ce qui ne va pas dans le système judiciaire, et ce que nous disent les praticiennes du droit, les avocates féministes, mais également les chercheuses en la matière, c'est que cette affaire, en fait, c'est le quotidien qu'elles voient des victimes, sauf que là, en fait, c'est tellement, symbolique, étant donné qu'on est face à 20 pompiers militaires, face à une enfant. Aux yeux du public, l'évidence est là, et pourtant la justice ne la voit pas. Donc ça illustre bien tout ce qu'il faut changer et sur quoi on doit encore largement s'améliorer. Alors, est-ce que la justice peut être féministe? Je l'espère. En tout cas, je pense qu'il faut faire tout en notre pouvoir pour aller dans ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire féministe? Tout simplement, ça veut dire prendre en compte les violences structurelles dont sont victimes les femmes, les discriminations structurelles dont sont victimes les femmes et les enfants, qu'un enfant n'est pas à armes égales avec un adulte, ni avec un adolescent de quelques années de plus non plus d'ailleurs, et que les psychotraumatismes ont des conséquences sur le comportement des victimes, qu'il n'y a pas de bonne victime de viol, qu'il n'y a pas de victime de viol qui doit réagir d'une façon stéréotypée telle qu'on l'imagine, qu'il n'y a pas non plus de bon viol, c'est-à-dire le viol dans une allée par un inconnu avec une arme. Tout ça, c'est des représentations culturelles qu'on a, que 90% des viols sont commis par des personnes de l'entourage. Voilà, il faut prendre en compte toutes ces réalités-là, ces discriminations structurelles, systémiques, les intégrer et voir les affaires au regard de ces connaissances qu'on a et qui sont étudiées de longue date. Alors nous avons une question à la fois sur la justice restaurative, puisqu'on le sait, hein, en matière d'agression sexuelle et de viol, la justice, elle répond d'une certaine manière à travers son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, de plus en plus, hein, les associations, notamment, qui travaillent en partenariat avec les juridictions et les professionnels du droit, s'orientent vers cette question de justice restaurative qui existe dans beaucoup d'ailleurs de pays. Hein. C'est une des questions qui nous est posée en disant, mais est-ce que la France n'est pas en retard sur ces questions de justice restaurative? Je vous donne peut-être tour à tour la parole, monsieur le député, et Florence Nepp, sur cette question. Alors, vraie question, et je vais même élargir encore une fois. Florence Nepp a commencé à lancer la discussion, mais évidemment qu'il faut transformer la justice et de base avoir en tête qu'on est dans un environnement hyper patriarcal, hyper misogyne. Le président du Conseil national du barreau en parlait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où même au sein des avocats, on voit des inégalités et des discriminations de revenus entre les différents avocats. Ça veut dire qu'on est dans un environnement global, quels que soient les postes, quelles que soient les situations, où on a un environnement qui est hyper déséquilibré en défaveur des femmes, et c'est tout juste inadmissible pour la vie en société finalement. Donc la question de la justice, évidemment, une fois que les actes sont commis, il faut avoir les outils nécessaires, mais la question aussi, moi que je me suis beaucoup posée pendant tout le Grenelle des violences conjugales, c'est évidemment qu'il faut accompagner toutes ces femmes victimes de la meilleure façon qu'il soit. Et si on fait que ça, la question c'est que les violences et l'environnement ne va pas changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question évidemment en amont, et que aussi justement la part de la justice et la justice restaurative puissent finalement boucler la boucle pour que les causes elles-mêmes puissent être travaillées. C'est-à-dire que moi, je milite et j'ai la chance de lancer au nom de la délégation des droits des femmes une mission sur la question de l'éducation
on en arrive, et Ursula Le Maine a parlé justement de cette jeune fille à 13 ans, 15 ans, vous vous rendez compte, qui subit des viols répétés. La question, c'est comment on en arrive là et comment on change notre éducation. Moi, je trouve que l'éducation elle-même est hyper sexiste. On explique que jusqu'à 10 ans, on explique, mais vous voyez ce que je veux dire, on est dans un environnement où nos enfants, nos petites filles, nos petits garçons, jusqu'à 10 ans, on leur explique finalement qu'il n'y a que 85% des professeurs des écoles sont des femmes. Donc, on leur explique finalement qu'il n'y a que les femmes qui sont capables de s'occuper des enfants jusqu'à 10 ans. Par contre, quand on passe directeur d'école, on a 2 fois plus de chances, quand on est un homme, de passer directeur d'une école. Donc, on explique à nos enfants que seules les femmes peuvent s'en occuper, petite enfance, école primaire. Par contre, quand on est chef, c'est les hommes. Et puis, dans l'ensemble de la société, quand on regarde, et on a eu la chance de voir cette vidéo, malgré les quelques problèmes techniques de Gisèle Halimi, mais moi, je porte, et dans une conférence un peu plus tôt ce matin, je porte au nom de mon groupe parlementaire le fait que puissent être panthéonisées beaucoup de femmes, l'invisibilité des femmes, finalement, dans lequel on met nos enfants, crée cette société où certains hommes se pensent impunis ou pensent pouvoir faire des choses qui ne seraient pas acceptables sous couvert de culture, de notions de groupe ou autre. Donc la question très en amont, 2 choses, d'être capable de se dire qu'on est tous égaux dès le plus jeune âge. Moi, quand j'entre dans des classes de CM2, je pose toujours la question. Et je suis frappé de voir, quand vous posez la question à des CM2, dans l'environnement de l'école, là, je ne parle pas à la maison, je ne parle pas dans l'espace public, dans l'environnement de l'école, est-ce que vous pensez, les enfants, qu'il y a des inégalités entre les garçons et les filles? 80% des enfants, et y compris les garçons, lèvent la main. C'est-à-dire qu'on accepte tous, collectivement, de faire grandir dans cet environnement. Donc, il faut être très à l'aise et mettre à l'aise et les garçons et les jeunes filles sur cette question d'égalité. Et ce que Ursula Le Maine pointait aussi, je pense qu'il faut être très vigilant sur l'environnement, justement. Comment on accompagne les gens qui se disent je le dirai bien, je le signalerai bien. Ce n'est pas très facile, on n'est jamais à l'aise. Et comment on donne les outils à ceux qui voudraient dénoncer des actes inadmissibles, les outils de le faire de façon consciente, de façon apaisée, sans se sentir eux-mêmes coupables d'avoir signalé certains faits. Donc, c'est les 2 actions sur lesquelles moi, je porte beaucoup d'attention, parce qu'il faut traiter autant, je pense, les conséquences que les causes. Florence Nepple, sur la justice restaurative, est-ce que la France est véritablement en retard par rapport à ses voisins européens? Excusez-moi, j'avais oublié de mettre mon micro. Oui, je ne sais pas si elle est en retard sur ses voisins européens, mais c'est vrai qu'elle a du mal à démarrer, ça c'est clair. Elle a du mal à démarrer pour plusieurs raisons, parce que certains sont opposés à cette justice restaurative en disant que on ne peut pas confronter une personne victime de violence à l'auteur de ces violences, et notamment en matière de violence conjugale. Et la discussion s'est également posée concernant les victimes de viol. Elle est également en retard, semble-t-il, parce que notre esprit latin n'est pas prêt à tout ce qui est mode alternatif au règlement des différends. On le voit bien aussi avec tout ce qui est question de médiation. Le réflexe de base, c'est d'aller devant un tribunal, alors que la justice restaurative peut, par exemple, présenter un intérêt lorsque une affaire est prescrite et où de toute façon la justice ne pourra pas passer. Et elle peut permettre un travail qui va à la fois être utile à la victime pour se reconstruire et à l'auteur dans l'idée qu'il puisse entendre et comprendre ce qu'il a fait et ne pas réitérer. La 3e chose qui fait qu'on n'est peut-être pas bien avancé sur la question de la justice restaurative, c'est comme toujours les moyens qu'on déploie et la façon dont on conçoit d'agir là-dessus. Et jusque-là, la justice restaurative a essentiellement reposé sur quelques magistrats ou quelques avocats qui pouvaient y être favorables et qui ont mis en place des expériences
sans que cela soit généralisé. Et bien évidemment, comme d'habitude, se pose la question, enfin comme souvent, se pose la question des moyens financiers qu'on veut mettre sur la justice restaurative. Et il faut mettre suffisamment de moyens pour que cette façon de procéder, ce mode de fonctionnement de la justice restaurative puisse opérer dans de bonnes conditions. Vous vouliez réagir, Ursula, sur cette question? Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, ce que demandent les femmes, c'est la justice tout court. C'est-à-dire que quand il y a un procès d'assises où elles ont l'occasion pendant plusieurs jours d'exposer les conséquences psychologiques que ça a eu sur eux à long terme, que l'agresseur a l'occasion d'entendre leur vécu, entendre les souffrances qu'ils ont provoquées, ça restaure les victimes dans leur vérité, dans leur vie, et ça leur permet d'avancer, et c'est ce qu'elles disent. Elles disent que le procès d'assises les aide, contrairement au procès en correctionnel. On sait que les viols sont très correctionnalisés, qu'une agression sexuelle sur 2 jugée en correctionnel est en fait un viol correctionnalisé. Et donc, il faut aboutir à cette justice tout court, tout simplement. C'est-à-dire que quand on voit au procès Tron qu'il a été condamné en appel pour viol, alors qu'en première instance, il avait été relaxé, ça lance un message aux agresseurs. Si l'impunité n'est plus la règle, il y a un phénomène de dissuasion également qui se met en place chez les agresseurs. Et donc, ça permet de traiter également la cause. On a une question justement, et je pense que Florence Nève, vous y avez en partie répondu tout à l'heure, où on a Martine qui nous interroge en disant qu'on demande, en tout cas on encourage les femmes à aller déposer plainte, et ensuite elles ont cette impression que la justice, les commissariats de police ne sont pas suffisamment dotés pour pouvoir traiter les plaintes avec la célérité qui s'impose. Alors, sur la célérité, c'est sûr que la justice, d'une façon générale, et aucun domaine n'est épargné, la justice est longue. Après, je pense qu'on a quand même fait des progrès, mais il y a d'énormes disparités selon les territoires, c'est-à-dire que tout est question également de formation. Il fait aucun doute que les avocats sont formés, et sont formés pas seulement sur les questions du droit, mais maintenant sont formés également par des psychologues, des psychiatres, pour savoir comment pouvoir travailler avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales ou d'agressions. Dans les grandes métropoles, les services de police ont également, quand ils sont spécialisés, des formations, et il y a même des questionnaires qui ont été mis en place où on pose des questions types pour balayer tous les champs. Mais tous les policiers ne sont pas formés de façon égale, et les juges, quand on en vient au niveau de la justice, alors, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a toujours cette règle que il faut éviter une erreur judiciaire et qu'il ne faut pas condamner un innocent. Et de ce fait, et cette règle est extrêmement prégnante, puisque je rappelle que en cas de doute, il ne profite pas à la victime, le doute, il profite à l'accusé. Or, dans ces affaires de viol, très souvent, il n'y a pas de témoin, donc c'est quelque chose qui se passe à huis clos, et on n'a que la parole de la victime contre la parole de l'auteur des faits. Donc, du coup, ça va être quelque chose de difficile parfois, et ça va entraîner effectivement des questions qui sont parfois très violentes pour la victime. Cela étant, maintenant, la justice, alors elle n'est peut-être pas féministe, la justice, et je ne suis pas sûre que ce soit une nécessité, que ce serait une bonne justice, qu'une justice qui soit féministe en termes de militante. La justice, elle doit être neutre, elle doit être équilibrée pour qu'on arrive à des choses, à des résultats justes. Mais en tous les cas, il y a beaucoup plus de femmes, puisqu'on disait que tout à l'heure, dans la profession d'avocate,
il y a plus de la moitié des femmes. Dans les professions judiciaires également, il y a une majorité de femmes. Elles sont sans doute plus à l'écoute. Et puis là encore, à l'École nationale de la magistrature, il y a des formations qui sont données dans cette matière-là. Alors, certes, je ne dis pas que ce soit parfait, loin de là, parce que la justice manque aussi de moyens et du coup, elle manque de temps pour entendre et pour juger, mais on a quand même évolué par rapport à l'époque de Gisèle Halimi qui explique, bon là c'était sur l'avortement, mais le procès de Bobigny, elle explique qu'elle a affaire à 3 hommes et qu'aucun des hommes ne connaît véritablement la façon dont se passe un avortement. Là-dessus, on a quand même fait d'énormes progrès. Reste bien sûr que rien n'est parfait encore à l'heure actuelle. Alors justement, on parle beaucoup des violences sexuelles faites aux femmes, mais on est aussi sur des questions beaucoup plus générales d'égalité homme-femme. La bâtonnière du Mans me racontait il y a quelques semaines que Germaine Brière, qui est l'avocate des sœurs Papin, a prêté serment dans les années 30 au barreau du Mans et qu'elle a dû produire, pour pouvoir s'inscrire au barreau du Mans, un certificat de virginité. On est effectivement sur des choses qui paraissent complètement obsolètes, même si ce débat est également aujourd'hui d'actualité. Et nous avions une question de Farid Hamel qui indiquait: que pensez-vous de la discrimination salariale et du plafond de verre qui existe dans toutes les professions, y compris la nôtre? Pour changer les modalités, faudrait-il une loi, à l'instar de la loi sur la parité, dans les conseils d'administration des entreprises, et savoir si effectivement cette loi d'ailleurs porte véritablement ses fruits? Je vous vois réagir, Gaël Le Gouec. Ouais, sur 2 sujets. Un, je voulais revenir un tout petit peu en avant sur la question quand même de l'accueil en gendarmerie, en police. C'est clair que nous, on a découvert au travers des violences conjugales un état des lieux assez catastrophique et les victimes nous en ont parlé et j'imagine que c'est pas Ursula Le Maine qui me dira le contraire, mais voilà, et c'était intéressant de faire ces Grenelles locaux-là. Moi, il y a même des collègues qui m'ont dit bah, finalement j'ai fait et je suis allé voir en gendarmerie comment ça se passait et j'aime vous dire certains ont été surpris désagréablement parce que oui, mais bon, de la violence, est-ce que c'était vraiment juste une rouste ou finalement c'était vraiment de la violence ou pas? Enfin, il y avait un accueil côté gendarmerie qui était tout juste inadmissible. Alors, je ne dis pas que tout a changé, mais je dis qu'il y a quand même des formations. Enfin, moi, en Ille-et-Vilaine, je suis ça de très, très près. Il y a des formations, il y a des référents, il y a un accueil qui est en train vraiment d'évoluer et raison de plus pour maintenir la pression et continuer justement à pointer le doigt, quitte à faire des… Moi, j'ai demandé, je vous parlais des 2 femmes qui ont organisé le Grenelle local, mais qui servent d'auto-audit et qui ont noué une relation avec la gendarmerie particulière pour justement les aider à progresser parce que de ce côté-là, clairement, on venait de loin, tout n'est pas fait, mais il y a quand même des évolutions qu'il faut noter aussi parce que voilà, les gendarmes n'étaient pas forcément formés, ne comprenaient pas, ou voilà, il y avait une forme de sexisme ambiant aussi qui pouvait régner. Donc voilà, pour la question de l'accueil, il y a des progrès aussi côté gendarmerie que je voudrais quand même féliciter. Deuxième question sur la loi et la parité. On a fêté il n'y a pas longtemps les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. La France était en avance de ce côté-là, il y a une dizaine d'années, et c'était dur. Moi, j'ai croisé Marie-Jo Zimmermann plusieurs fois, justement au mois de janvier pour ces célébrations finalement des 10 ans, et Jean-François Copé qui expliquait combien c'était difficile à l'époque de pousser ça. Évidemment qu'il faut aller plus loin, évidemment que ça a porté ses fruits dans les conseils d'administration, mais les conseils d'administration, finalement, sont des organes pas forcément opérationnels, c'est l'organisme qui donne des grandes lignes dans des grandes entreprises, qui ne sont pas forcément ni la majorité des entreprises, ni opérationnelles en tant que telles. Donc évidemment qu'on va aller plus loin. J'ai le plaisir de vous annoncer, c'est même pas eu besoin de teasing, mais nous allons déposer au nom de la délégation des droits des femmes aujourd'hui une loi qui va aller plus loin, qui va aller discuter des COMEX, discuter de l'égalité femmes-hommes au sein de l'université. On parlait d'éducation et aussi dès le plus jeune âge d'être orienté vers ces questions d'égalité, d'avoir des indicateurs, hein, des index partout. Moi, je suis fier qu'il y ait un indicateur index pro porté et lancé par Muriel Pénicaud, repris par Elisabeth Borne. On voit les limites, on voit qu'il faut aller plus loin, mais ça a le mérite d'exister et de mettre sur la place publique ces inégalités inadmissibles. Donc voilà, donc on va porter une loi qui devrait être discutée probablement au mois de mai au sein de l'Assemblée nationale pour aller beaucoup plus loin. Même si, évidemment, on a eu des auditions et on en aura d'autres, parce que, voilà, comme on se bat contre un machisme ambiant, et en particulier dans certains représentants ou syndicats d'entreprise, eh ben, on voit bien que
il y a un moment donné, il n'y a que par la loi qu'on peut faire avancer les choses, en particulier sur la question des quotas, que ce soit pour les élus côté collectivité, mais aussi, on le voit bien, dans les entreprises, dans les différentes instances. C'est important d'aller plus loin, c'est important d'avoir, finalement, c'est de la valeur que ça apporte, cette diversité, cette égalité, justement, d'avoir se confronter à l'altérité de façon positive et pouvoir générer de la valeur au sein des instances où cette égalité est mise en place, est prégnante et apporte finalement des outils pour faire mieux et pour vivre dans une société plus juste. Donc oui, il y aura des avancées dans les semaines et mois à venir. J'aurai plaisir à en discuter avec ceux qui le souhaitent. Alors, on va tout à l'heure essayer de relancer une deuxième vidéo, mais Florence Neve, vous vouliez réagir sur cette question avant. Oui, et parler cette fois-ci de notre profession. Alors, parce que notre profession n'échappe pas à la règle et effectivement, on constate une grande disparité dans la mesure où beaucoup de femmes exercent à titre individuel et ne sont pas dans des grosses structures. Et lorsqu'elles sont dans des grosses structures, elles ne sont pas forcément toujours associées. On voit toujours la question sous l'angle des hommes qui ne font pas la démarche de faire venir les femmes et les associer, mais on s'aperçoit également que les femmes, parfois, de par l'éducation qu'elles ont reçue, se limitent elles-mêmes. C'est la question du plafond de verre. Donc, pour la profession, l'idée, c'est de travailler aussi en direction des femmes pour leur donner des outils qui leur permettent d'exercer dans des conditions qui leur amènent plus de revenus. Par exemple, on s'aperçoit, je disais tout à l'heure que la majorité des consoeurs exercent à titre individuel, alors que quand on étudie les chiffres, on voit que pour avoir de meilleurs revenus, il faut être en société, et notamment certains types de sociétés plus particulièrement. Et donc, notre idée, c'est d'inciter les femmes à se diriger vers ce type de société. Donc, oui, il faut agir en direction des hommes, mais il faut aussi agir en direction des femmes pour qu'elles ne restent pas prisonnières des stéréotypes qu'on leur a enseignés depuis l'enfance. Alors, une deuxième vidéo concernant Eren Keskin, qui est vice-présidente de l'association turque des droits humains, et qui est avocate au barreau de Bursa en Turquie. Donc, on lance la vidéo. Yaşadığımız coğrafyada maalesef bir resmi ideoloji geçerli. Türk ve Sünni Müslüman kimliğini temel alan ve diğer bütün kimlikleri yok sayan, yok etmeye çalışan bir resmi ideoloji yerleşik durumda. Bu nedenle de zor bir alan insan hakları alanı. Özellikle kadın insan hakları savunucusu olarak çalışmak çok daha zor. Çünkü son derece yerleşik, erkek egemen, militer, feodal bir devlet anlayışına karşı mücadele ediyorsunuz. Ve yaşadığımız coğrafyada devleti yönetenler son derece sert bir dil kullanıyorlar. Yaralayıcı, ötekileştirici bir dil kullanıyorlar ve kullanılan bu dil kadınlara yönelik şiddet olarak maalesef geri dönüyor. Bu nedenle yaşadığımız Türkiye ve Kürdistan coğrafyalarında kadın hakları mücadelesi vermek oldukça güç. Türkiye devleti birçok Avrupa devletiyle ortak birçok uluslararası sözleşmelere imza atmış ve bu imzaların hiçbirini yerine getirmiyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi, İstanbul Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri hiçbirini yerine getirmiyor ve hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı ortak imzacı devletler tarafından denetim mekanizmaları devreye sokulmuyor. Bize yapacağınız en büyük yardım kendi devletlerinizin, Türkiye ile imza ortağı olan devletlerin Türkiye'ye yönelik eleştirel denetim mekanizmalarını devreye geçirmesi konusunda bize yardım etmeniz bizim için en büyük yardım olacaktır.
Une nouvelle question à ce moment-là pour rebondir un petit peu sur ce que nous venons de dire à Ursula Le Maine. Est-ce qu'il faut véritablement, et c'est ce qu'indiquait Gaël Le Boec tout à l'heure, ça passe aussi par une question d'éducation, est-ce qu'il faut à tout prix des lois pour faire avancer la cause des femmes dans notre pays aujourd'hui? Oui, en fait, ça passe par les deux. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une éducation à l'égalité dès le plus jeune âge, mais on ne peut pas se satisfaire de ça, étant donné que ça aura des effets dans très longtemps et que c'est un processus assez long qu'il faut faire de toute façon. Mais bien sûr qu'il faut passer par les lois, puisque c'est les lois qui régissent nos rapports et ce qui est, et tout simplement en fait, ce qui est autorisé ou pas dans un état de droit comme la France. Donc, bien sûr qu'il faut passer par les lois pour assurer cette égalité et la fin des discriminations et des violences subies par les femmes et les enfants. Donc les lois doivent devenir un allié de l'égalité et non pas une façon de permettre l'impunité comme on le voit actuellement de façon structurelle. Alors, on se posait effectivement, et là on m'interroge sur les disparités de salaire entre les hommes et les femmes chez les avocats. C'est quelque chose qui est de toute façon beaucoup plus généraliste. Est-ce que la reconnaissance d'ailleurs passe véritablement par là ou par également les postes à responsabilité? La profession d'avocat, donc aujourd'hui, Monsieur le Président Jérôme Gavaudan est effectivement un homme, il succède à une femme. Est-ce que, Monsieur le Président, la profession d'avocat, au niveau de sa représentativité, est plus vertueuse que d'autres? Alors, sur la représentativité, je ne sais pas. Sur les élus, on applique depuis, on dit les lois Taubira en matière d'élection au Conseil de l'Ordre et au Conseil national des barreaux, une parité. Sur le plan des élus de la profession, il est certain que les textes sur la parité, c'est-à-dire collège homme, collège femme, a permis effectivement que nous soyons à parité totale, ce qui, à mon avis, n'aurait pas été le cas dans la constitution des élus du Conseil national des barreaux s'il n'y avait pas eu ce coup de pouce, qui n'a pas été si compliqué que ça, puisque ça n'a pas tellement bouleversé la constitution du Conseil national des barreaux, mais de fait, nous sommes à parité alors que nous ne l'aurions pas été, manifestement. La tendance sur les conseils de l'ordre, notamment des petits grands barreaux, mais on n'a pas d'éléments statistiques. Bon, il faut savoir pour nos invités qu'on a sur les conseils de l'ordre un système de binominal, c'est-à-dire la constitution de binômes hommes-femmes pour la constitution des membres des conseils de l'ordre, ce qui génère effectivement des complications techniques et même qui portent à tête quelque part à la demande démocratique, parce que les avocats sont très attachés à un scrutin, notamment en province, uninominal, et donc la parité aurait pu se faire aussi par des scrutins uninominaux hommes-femmes, et les binômes découragent un peu, effectivement, parfois des hommes et parfois des femmes de se présenter. Et on s'aperçoit dans les petits moyens barreaux, on va dire jusqu'à 300 confrères, que effectivement, les conseils de l'ordre étaient plutôt, puisque maintenant la parité se rétablit, constitués de femmes. Donc, sur un certain nombre de barreaux, effectivement, les mécanismes de parité font apparaître que ça permet un équilibrage pour on va dire la venue d'hommes qui étaient moins élus dans les conseils de l'ordre. Voilà. Donc, mais c'est des tendances qu'il faudrait affiner. Bon, alors, il ne faut pas. La profession d'avocat sur la question des élus est un peu particulière parce que, effectivement, les femmes ont toujours su prendre dans la profession, en tout cas celles qui le souhaitaient, ont toujours su prendre des responsabilités dans la profession. Donc, en tout cas, pour la profession, ça paraissait nécessaire au niveau du Conseil national des barreaux. Ça ne pose pas de difficultés particulières. Pour être technicien, en fait, les barreaux de province souhaiteraient un scrutin uninominal paritaire, instaurant la parité. Le barreau de Paris, lui, reste attaché à la constitution de binôme parce qu'il y a un phénomène un peu particulier à Paris. En tout cas, sur la représentation des femmes dans la profession en termes d'élus de la profession, les choses se stabilisent. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça règle tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il est possible que quand je vous dis, dans les conseils de l'ordre,
on s'aperçoit qu'il y avait une tendance à la féminisation, c'est peut-être justement parce qu'elles ont plus de temps à se consacrer à la vie collective du fonctionnement de leur ordre et moins au cabinet où elles se sont peut-être justement un peu écartées ou qu'elles ont les difficultés que Florence Nepple évoquait à l'instant d'aller vers des cabinets plus structurés avec voilà. Et c'est peut-être aussi cette mécanique-là qui fait que on dégage du temps pour l'accès aux fonctions électives au sein de la profession parce que justement en termes de cabinet on a peut-être, et pour les raisons que vous évoquiez, plus de difficultés à décoller ou à travailler. Donc les choses sont effectivement assez complexes. Ce qui mérite d'être mentionné, c'est une action qui a été créée spontanément par les avocats et les avocates à l'occasion d'une manifestation pour les droits des personnes LGBT. À ces moments-là, on s'est rendu, nous les avocats et les avocates, on s'est rendu à la manifestation et pour pouvoir immédiatement assister et apporter une assistance juridique aux personnes qui étaient arrêtées. C'était le 7 août dernier. Et à partir de ce moment-là, on a créé une action continue d'assurer l'assistance juridique à des manifestants actuellement dans le cadre des manifestations des femmes pour leurs droits. Et nous rendons à la base du bénévolat aux manifestations. On cherche après, si les personnes sont arrêtées, on cherche des personnes à des stations de police. On assure notre présence lors des actes de procédure, y compris la première audition. Et après, nous assistons les personnes dans la rédaction et dans la soutenance des appels contre les arrestations. Cette action n'est pas institutionnalisée et elle fonctionne à base du bénévolat, de la décision autonome de chaque avocat s'il veut y participer. S'inscrit aussi dans le cadre du recul des droits des femmes et de la limitation de leur souveraineté. C'est aussi l'arrêt du Conseil constitutionnel rendu le 22 octobre 2020. En fait, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel un cas d'ouverture de l'avortement dans le cas d'une forte probabilité d'une grave et irréversible malformation d'un fœtus ou d'une forte probabilité d'une maladie incurable qui mettra en danger la vie d'un enfant. Donc, le Conseil constitutionnel a jugé que ce cas d'ouverture de l'avortement était inconstitutionnel eu égard du principe de la dignité humaine. Sauf que moi, je me pose une question principale. Si les juges, la majorité des juges qui ont rendu ces décisions, se sont posé la question sur la dignité en tant que telle, est-ce que c'est la vie digne pour un enfant, pour une mère ou pour un père qui vont s'occuper d'un enfant avec un très grave handicap et aussi où, par exemple, dans la situation où l'enfant va mourir juste après la naissance. Donc, comme a dit le juge Kierès, qui est dans son opinion dissidente, les femmes ont été en fait condamnées à un héroïsme que l'État ne peut pas exiger de ses citoyens. Et en ce qui concerne ce que nous pouvons faire pour lutter pour des femmes, pour les droits des femmes globalement, je crois que c'est la solidarité entre les femmes. Nous devons être un soutien mutuel les unes pour les autres et peut-être aussi contaminé avec cette solidarité des hommes parce que les droits des femmes influencent fortement les droits des hommes et nécessairement les droits des hommes. Et aussi, ce qui est aussi très important, c'est l'éducation. Cette éducation qui ne doit pas résulter fortement du système scolaire assuré par l'État, mais je parle de l'éducation qui sort de la société civile. C'est à nous, c'est notre responsabilité aussi d'éduquer les gens, les enfants, pour qu'ils se respectent mutuellement. Et une question qui se pose, c'est l'image de la femme sur les réseaux sociaux. C'est un peu à double tranchant, mais les réseaux sociaux sont aussi un moyen de lutter aujourd'hui contre ces inégalités. Donc, Florence Nepple, est-ce que vous vouliez réagir sur cette question des réseaux sociaux? Puis chacun va pouvoir bien évidemment s'exprimer.
Oui, parce qu'en termes de lutte, c'est devenu un outil pratiquement incontournable et qui n'existait pas il y a quelques années. Alors, on a toujours eu recours aux médias, ou en tout cas depuis de nombreuses années, puisque je reviens sur Gisèle Halimi, par exemple, sur la question de l'avortement. Il n'y a pas uniquement le procès de Bobigny, il y a le procès de Bobigny et tout le mouvement qui existe autour, l'association Que Choisir. Il y a également la presse et le manifeste des 343. Ça veut dire que Gisèle Halimi a utilisé le procès pour amplifier une communication, un mouvement, mais que le procès tout seul, s'il n'y avait eu aucune communication autour, eh ben, ça n'aurait peut-être pas conduit à cette modification de la loi. Donc, le rôle des médias a toujours été un rôle important au soutien des actions qu'on peut mener. Et puis, l'évolution a fait que maintenant, on a les réseaux sociaux. Et ce qui pouvait être quelque chose de contrôlé avant, c'est-à-dire que l'avocat prenait contact avec les journalistes ou inversement, maintenant, ça peut être quelque chose de spontané et qui peut venir de la base. Et c'est tous les mouvements comme MeToo qui essaiment, puisque ce qu'on voit actuellement en France, c'est que ce mouvement, il reprend pratiquement profession par profession ou cadre par cadre, puisque récemment, on a eu les étudiants, on a eu aussi le domaine de la musique, et je crois que j'ai vu quelque chose sur les cabinets de consultants récemment sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est un mouvement qui essaime et qui continue. La seule problématique qu'il peut y avoir, c'est celle des accusations qui peuvent être portées. Et pour nous, avocats qui sommes attachés à la présomption d'innocence, ça peut être la difficulté. C'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent conduire à des lynchages médiatiques et sur lesquels il faut être prudent. Mais c'est vrai que sur la cause des femmes, et notamment sur les violences sexuelles, s'il n'y avait pas eu ce mouvement MeToo et tout ce qui est venu par derrière, on peut penser que la situation n'aurait peut-être pas autant avancé. Peut-être Ursula Lemaine et puis Gaëlle Lebouec pourra bien évidemment s'exprimer. Votre association a dénoncé également, parce qu'on parle du caractère vertueux des réseaux sociaux pour libérer la parole, mais il y a un autre aspect des réseaux sociaux qui est la pornographie, l'éducation sexuelle des jeunes à travers cette pornographie qui conduit d'ailleurs souvent à du harcèlement scolaire, à des situations dramatiques chez les jeunes. Donc on a effectivement un peu un double tranchant des réseaux sociaux qui est souvent dénoncé régulièrement par votre association. Oui, tout à fait. Alors en fait, les réseaux sociaux sont effectivement un outil de communication des féministes et des femmes et des victimes en général pour faire porter nos luttes et faire aboutir à une demande de justice. Mais c'est également une arme qui est utilisée par les agresseurs qui ont développé leur stratégie et leur mode opératoire à travers ces réseaux sociaux. On le voit par exemple avec des mouvements comme Stop Ficha, qui sont en fait des jeunes filles qui se battent contre les photos nues qui sont partagées sur les réseaux alors qu'elles ont été obtenues dans un cadre privé ou alors par hacking. Voilà, ce phénomène-là d'exposition de photos sans le consentement des femmes évidemment, et c'est souvent des mineurs, mais également donc il y a cette affaire qui est en cours, qui est l'affaire contre Jackie et Michel, et également 4 producteurs et réalisateurs de pornographie qui travaillent en étroite collaboration avec Jackie Michel et Dorcel. Donc dans la première affaire, celle de Jackie Michel, c'est notre association ainsi que le Mouvement d'Uni et les Effrontés qui avons fait un signalement suite à un reportage de Combini qui exposait des faits de viol et de proxénétisme. Et donc dans la seconde affaire, qui est une affaire en parallèle, c'est 4 hommes en fait qui utilisaient les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, pour créer des faux profils de jeunes femmes en se faisant passer donc pour des jeunes femmes, voilà, et se lier d'amitié avec d'autres jeunes femmes qui trouvaient sur les réseaux sociaux et qui étaient donc leur proie. Et ça allait prendre des mois et des mois de conversation pour les mettre en confiance, pour ensuite, une fois qu'elles étaient fragiles, en besoin d'argent, voilà, ils allaient les amener premièrement à la prostitution. Et le premier fait de prostitution était en fait un viol.
pour les briser et les ramener à la pornographie. Et en fait, derrière ces comptes de jeunes femmes, c'était des hommes qui travaillaient pour des sociétés de production de pornographie, donc des rabatteurs, et qui sont aujourd'hui mis en examen pour viol, traite des êtres humains, proxénétisme. Et 3 d'entre eux sont en détention provisoire à l'heure actuelle. Donc on voit que les réseaux sociaux ont également été utilisés et sont utilisés toujours par les agresseurs pour mettre en place leur stratégie de torture et de violence à l'égard des femmes. Évoquer la question de l'accès au droit. À cet instant, vous évoquez effectivement les questions des réseaux sociaux. Je l'ai un peu évoqué dans mon discours introductif. On ne sait pas ce que Gisèle Halimi penserait d'un certain nombre de réseaux sociaux aujourd'hui. Quelle serait fondamentalement sa position sur les tribunaux médiatiques. Ce que nous, avocats, mais ça, vous l'avez les uns et les autres évoqué, et je pense que c'est la même question dans la vie associative et les associations, c'est que tout ça est très regrettable et il y a aussi un progrès à faire sur les moyens. Je l'ai évoqué, je crois que j'aimerais peut-être qu'on rebondit sur ces questions-là, donner à la justice, donner aux services sociaux, donner oui, effectivement, à l'institution judiciaire dans ce qu'elle a dans son action à la fois de prévention et de répression. Et puis moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense qu'il faut qu'il soit dit et redit que nous autres avocats, nous avons dans nos organisations l'obligation d'être présents dans des systèmes d'accès au droit et d'accès aux juges qui soient efficaces. Non pas pour dire à cet instant que l'accès au droit, c'est exclusivement les avocats, c'est pas du tout mon discours, ça l'a jamais été, mais je crois qu'il faut rappeler aux uns et aux autres et aux associations qu'elles trouveront toujours et que les victimes trouveront toujours un avocat à qui parler et qui sera effectivement décliné, effectivement même comme chef d'orchestre, à la fois les possibilités sociales et les possibilités juridiques que les victimes ont. Et c'est vrai que sur ces questions-là, on a du mal parfois dans la profession, parce qu'on est débordé, parce que la justice manque de moyens, parce qu'on va s'intéresser plutôt à un dossier qui doit passer devant un tribunal plutôt qu'à l'écoute de la victime, qui est aussi une cliente. On a parfois du mal à se recentrer et à dire et redire que nous devons favoriser l'accès au droit et aux juges. Bon, mais ça renvoie à la question des moyens de la justice. Mais ce serait intéressant de savoir si je vous pose la question, monsieur le député, si c'est un combat perdu ou si c'est un combat qui peut progresser, ou est-ce que, alors c'est pas exclusif, l'accès au droit à la justice, j'en suis bien conscient, le combat il est ailleurs. Mais ça serait intéressant de voir comment vous voyez au niveau de la représentation nationale cette question-là. Je suis interpellé, donc j'y vais avec grand plaisir. Non, mais il y a évidemment une question, même s'il y a eu des progrès, je pense notamment aux défenseurs des droits, entre autres, mais il y a eu, moi je l'ai vu, je parlais encore beaucoup de ces 2 femmes qui ont organisé le Grenelle local des violences conjugales. Elle explique tout le chemin du combattant depuis finalement pousser la porte de la gendarmerie et tout ce qui s'enchaîne derrière, et y compris sur l'aspect juridique. Il y a évidemment à la fois un manque d'accompagnement, et ce qu'elles ont dit d'ailleurs, puisqu'on suit, maintenant que j'y pense, elles suivent tous les ans, on fait un travail de suivi local de ce qu'on appelle les violences conjugales. Elles nous ont dit combien c'était difficile, y compris pour les enfants et la famille, de ce suivi et de cet accès au droit. Et en octobre, quand on en a fait les 1 an, elle parlait justement de cet accès au droit et de cet accompagnement pour les enfants et la famille, et les enfants en particulier. Donc, j'espère qu'on va progresser. Je crois qu'on a un ministre, un garde des Sceaux qui est plutôt ouvert sur cette question-là, qui est assez, même plus que sensible à cette question de la jeunesse, des mineurs en particulier, et de leur prise en compte dans les évolutions de la loi. Et je reviendrai plus largement, Ursula Le Maine l'a dit, vous l'avez dit, Président Gavaudan, sur la question il y a certaines choses qui ne peuvent passer que par la loi, que par la volonté, à un moment donné. Donc, tant mieux si vous l'avez fait et vous disiez vos instances sont paritaires. Évidemment que moi, je suis fier d'appartenir à la première majorité à l'Assemblée nationale paritaire, qui a permis de passer l'Assemblée nationale de 25% de femmes. C'est-à-dire qu'il y a seulement une personne sur 4 représentante du peuple qui était une femme, à 40% aujourd'hui, grâce aux 50% de la majorité présidentielle. Ce n'est pas encore le cas au Sénat. J'espère que ça va pouvoir accélérer, mais on voit bien à un moment donné
qu'il n'y a qu'en forçant la donne, que ce soit par un choix politique de quelqu'un, patron de l'organisation, ou par la loi, qu'on peut faire avancer les choses. Je revenais parce que vous avez beaucoup parlé de la partie réseau social, communication, et c'est pour lancer un peu le débat avec Florence Nept, où j'étais que finalement à moitié d'accord avec elle. Sur la question de, avant, c'était plus simple avec les journalistes. Quand je crois que c'est Hélène Le Baron qui disait est-ce qu'il n'y a que la reconnaissance par la finance? Évidemment, c'est une forme de reconnaissance qu'on ne peut pas nier. Il y a une partie de reconnaissance en termes de poste et d'accès au poste à responsabilité. Et puis, moi, j'avais noté un petit peu en amont qu'il y a une forme de reconnaissance qui est la médiatisation. Et je ne crois pas, même avant les réseaux sociaux, que la médiatisation des avocates était correcte vis-à-vis de celle des avocats. Donc, il y avait déjà un problème, et je pense qu'il y a encore aujourd'hui. Si vous demandez, j'ai fait l'exercice, ça participe finalement, vous allez me dire, à l'invisibilité des femmes, quel que soit le domaine. Hein. Mais si vous demandez à des gens, j'ai fait l'exercice il y a quelques jours, de citer des avocats ou des avocates, ils vont largement vous citer beaucoup plus d'avocats, alors qu'on sait que la profession est plutôt constituée de femmes. Donc, ça veut dire que avant même les réseaux sociaux, il y a un problème de médiatisation et d'image de ce côté-là. Et encore une fois, question d'éducation, on a dit, il faut évidemment passer par la loi et par des choix politiques forts parce qu'on ne peut pas entre. Et 2, ça rebondit à la question de l'éducation et des stéréotypes et de la lutte contre les stéréotypes. Moi, je travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui vise à créer des entreprises au sein des écoles un peu primaires, beaucoup au collège. Et cette association-là, qui fait le lien entre éducation nationale et entreprise, c'est très intéressant, les remontées qu'ils me font, et quand je participe au projet des enfants, c'est très riche. Les postes jusqu'à 10-12 ans ne sont pas sexués. Le directeur général de cette mini-entreprise qui a un compte, qui vend des produits, qui crée un produit, qui va sur les marchés, qui fait du commerce, qui fait de la finance, le directeur général, avant 12 ans, c'est aussi bien une femme qu'un homme. À la finance, c'est aussi bien une femme qu'un homme. À la qualité, au RH, ainsi de suite, les postes ne sont pas du tout genrés. Et du fait de l'environnement dans lequel on a mis nos enfants, à partir de 12-13 ans, il se passe quelque chose qui fait que les postes commencent à se genrer. À la finance, ce sera un mec. Aux ressources humaines, ce sera une femme. À la direction générale, ce sera plutôt un homme. Donc ça rebondit vraiment. Évidemment qu'il faut des lois pour, entre guillemets, les grands et supprimer tout ce qui est inadmissible et inégalitaire. Et il faut évidemment travailler sur les causes parce qu'on voit bien qu'on génère des stéréotypes inadmissibles pour la suite. Nombreuses sont à travers le monde les avocates qui font preuve d'un courage tout à fait exceptionnel, et alors même qu'elles exercent dans des pays où la condition féminine est parfois considérée comme incompatible avec la profession d'avocat. Si je devais toutefois en retenir une particulièrement aujourd'hui et en raison de l'actualité dont elle est l'objet, je parlerai de Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne, qui a été condamnée à 35 ans d'emprisonnement et 148 coups de fouet pour avoir pris notamment la défense des femmes qui refusaient de porter le voile. Elle l'a fait avec un courage, une abnégation et une générosité tout à fait exceptionnelles, à telle enseigne qu'alors même, encore aujourd'hui, et alors qu'elle est détenue dans des conditions épouvantables et malgré ses problèmes de santé, elle continue, au fond de son cachot, à plaider pour la défense et la liberté de ces femmes. Nasrin Sotoudeh s'est particulièrement intéressée au sort des femmes, à celles qui refusent de porter le hijab, mais à toutes celles aussi qui ont été condamnées à raison de leur appartenance à une minorité, soit ethnique, soit religieuse. Elle a parfaitement conscience que la condition féminine aujourd'hui en Iran est une condition, nous le savons, particulièrement difficile, et comme je le disais, elle continue, fût-elle détenue, à militer en faveur du droit des femmes. C'est ainsi notamment qu'elle a très récemment adressé une correspondance à l'attention du secrétariat général des Nations Unies pour évoquer le sort de ces femmes, en parlant notamment de celles qui ont été condamnées, de celles qui ont été exécutées, et en expliquant qu'elle était intimement convaincue, pour bien connaître leur dossier, de l'innocence de celles-ci. Nous pouvons
encore aujourd'hui l'idée, et son mari nous a expliqué que seule la pression internationale pourrait éventuellement modifier la terrible situation dans laquelle elle se trouve. Le Conseil national des barreaux avait déposé un recours devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Vous savez que le CNB avait également décidé d'afficher son portrait géant sur la façade de son immeuble boulevard Haussmann. Et nous devons continuer aujourd'hui, comme nous l'avons fait, à afficher son portrait partout où c'est possible. Plusieurs mairies, comme celle de Rouen, celle de Nice, celle de Paris, ont décidé d'afficher son portrait au fronton des hôtels de ville. De nombreuses maisons de l'avocat l'ont fait aussi. Il faut continuer cette pression, ne jamais la cesser, introduire tous les recours qui sont possibles devant les instances supranationales, mais continuer à rédiger des articles, continuer à parler d'elle. Il ne faut surtout pas qu'elle tombe dans l'oubli. Ce serait malheureusement l'antichambre de la mort pour elle. Les autorités iraniennes sont également sensibles à l'image qu'elles peuvent donner, et c'est la raison pour laquelle ce combat doit durer. Oui, donc j'en ai dit un mot tout à l'heure, je le redis, ce qui nous guette, si vous voulez, sur Nasrin, donc qui est une avocate à la fois militante, mais pas que, qui était une avocate qui défend la cause des femmes en Iran. Donc elle a été poursuivie et condamnée et emprisonnée pour cette question-là. Donc à la fois cette sanction de coups de fouet qui sont de coups de bâton qui est prévue. Donc c'est la mort ou des années de détention avec une forme de torture qui consiste à la libérer de temps en temps uniquement pour pouvoir se soigner, à ses frais d'ailleurs, pour qu'elle puisse restituer et retourner ensuite en prison. Et on voit bien la difficulté parce que le combat a été lancé et il n'est pas encore victorieux, nous ne lâchons pas, mais c'est vrai qu'il y a une forme à l'international, dans ce type de situation, il y a une forme non pas de lassitude, mais de risque de laisser la situation s'embourber. Et donc, sur Nasrin, nous avons tous, et le CNB en particulier, mais les barreaux, les uns et les autres, enfin, toute la profession s'est mobilisée de manière très forte, et je crois que ça a apporté, effectivement, pour desserrer une forme de très grosse pression qu'il y avait, mais ce n'est pas suffisant. Et l'observation que je fais, c'est que nous devons, et nous allons en reparler au Conseil national des barreaux, trouver de relancer, si vous voulez, ce combat et de trouver de nouvelles formes. Parce qu'on s'aperçoit que les ennemis de ce type de situation, notamment à l'international, effectivement, jouent la montre, jouent la force d'inertie et jouent l'enterrement presque au sens propre de la situation. Voilà où nous en sommes. Donc, nous allons réfléchir au Conseil national des barreaux comment élaborer effectivement une nouvelle forme de pression et d'attaque aux côtés des pouvoirs publics qui d'ailleurs ont été au soutien de Nasrin, y compris le président de la République qui a affirmé son soutien dans cette situation-là. Mais je pense que l'honneur du barreau français sera de continuer la lutte et de trouver des moyens à nouveau de communication et de pression renouvelés, ressourcés pour ce combat. Et nous allons y réfléchir. Monsieur le député, vous vouliez juste réagir rapidement sur la question de Nasrin Sotoudeh. Oui, sur Nasrin Sotoudeh, vraiment, évidemment que le barrage en œuvre, on a tous collectivement, je pense, remonté. Moi, je pense à mon collègue François Cormier-Bouligeon, qui est venu nous chercher un à un, pour collègue député du Cher, qui est venu nous chercher un à un pour nous expliquer la situation. Et je regardais en parallèle mon téléphone, puisqu'on a une boucle sur laquelle on suit au jour le jour. François Cormier-Bouligeon nous donne les informations. Et je regardais, il y avait 4 messages pour rebondir et maintenir la pression sur ce sujet-là. C'est important que la France maintienne une forme de pression internationale et une vraie diplomatie féministe. Évidemment, en pensant à Nasrin Sotoudeh, mais il y a des événements tout juste inadmissibles en ce moment et la semaine passée en Afghanistan sur des femmes journalistes, sur des femmes avocates. Je crois que c'est important aussi qu'on ait et qu'on rende visibles ces combats à la fois à l'international en essayant au maximum d'être exemplaires et en faisant et en promouvant aussi des choses importantes dans notre pays. Alors nous arrivons au terme de notre débat. Je remercie tous les participants et tous les internautes qui nous ont regardés et qui nous ont permis aussi de nourrir toutes les questions dans le cadre de ce débat.
moi, je voudrais rapidement, c'est vraiment un question-réponse. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes. En 2-3 mots chacun, quel message vous auriez à faire passer aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Florence Nepple? Alors, le message, c'est que les droits des femmes, c'est un combat incessant. Et il faut être extrêmement vigilant. C'est-à-dire un combat incessant parce qu'il faut toujours avancer et en même temps être vigilant parce qu'il y a par moments des reculs importants. On le voit par exemple à travers la Pologne où sur la question de l'avortement est remis en cause, mais on le voit aussi également toujours sur la question de l'avortement parce que récemment, donc, l'affaire est venue au Parlement puisqu'il était question de prolonger la durée pendant laquelle on peut se faire avorter en France. Et la loi n'a pas pu être votée et ça a été renvoyé à un organe médical, au Conseil, au Comité national d'éthique, alors que c'est un sujet qui appartient aux femmes, qui est un sujet politique et pas seulement un sujet médical. Et on le voit bien, il y a sans cesse des balanciers. À un moment, on avance et puis de nouveau, il y a des reculs si on compare la France et les autres pays. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être combatif et vigilant pour éviter aussi des retours en arrière. En 2 mots, Ursula Le Maine, est-ce qu'on peut dire que le combat est loin d'être achevé et continue? Oui, le combat est très clairement loin d'être achevé et continue de plus belle. Et s'il y a un message à faire passer aux femmes aujourd'hui, c'est celui, je vais citer l'hymne des femmes du MLF. Donc, c'est reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. C'est un message de sororité pour que les femmes, entre elles, se reconnaissent comme des alliés et non pas comme des rivales et que nous nous voyons entre nous comme un peuple de femmes, une classe sexuelle de femmes qui doit se battre ensemble. Monsieur le député, avant de donner la parole à Monsieur le président du Conseil national des barreaux pour la conclusion de ce débat, même question en 2-3 mots, quel message aux femmes aujourd'hui? Dans la suite des propos de Florence Nepp, c'est-à-dire que dans le chat, il y avait quelqu'un qui disait quand est-ce que cette question sera finie. Je crois sincèrement qu'elle ne le sera jamais, parce que même quand on aura atteint l'égalité, il faudra rester vigilant pour ne pas revenir en arrière. On voit bien aujourd'hui encore des propos tout juste inadmissibles de tel président de fédération de football, pour ne pas le nommer. Donc on voit bien qu'on n'a jamais gagné, y compris dans un pays développé comme le nôtre. On voit bien qu'il y a eu des grandes avancées et il va y en avoir d'autres. Je vous disais, une loi aujourd'hui pour aller encore plus loin que les seuls le conseil d'administration et qui sera discuté au mois de mai. On l'a vu, Florence Lepler en a parlé, certains partis politiques qui refusent de discuter de ces questions-là, d'avancer sur l'accès à l'IVG, qui refusent même la discussion. C'est même pas qu'on a la discussion et on vote contre, c'est-à-dire on refuse d'avoir la discussion. Ça montre combien, encore aujourd'hui dans notre pays, il y a besoin de se battre, et ce serait un message d'encouragement, parce qu'il y a aussi des messages très positifs. Il y a des rôles modèles qu'on est en train de créer, que ce soit au sein du gouvernement, que ce soit d'autres. On a eu, j'aime à parler de Clarisse Kremer, la femme la plus rapide autour du monde, 87 jours, qui est arrivée du Vendée Globe il y a quelques semaines. Voilà, c'est important qu'on ait ces rôles modèles-là dans le sport, dans les différents métiers qu'on peut avoir, qu'on soit avocate, qu'on soit chef d'entreprise au féminin. Il y a plein de modèles qui sont en train de se créer, et c'est ça, moi, le message de prévention, et de se dire, faisons grandir nos enfants dans cet environnement égalitaire et soyons vigilants justement à cette discrimination dès le plus jeune âge, pour expliquer que le champ des possibles à nos enfants et en particulier à nos petites filles. Monsieur le Président, le mot de la fin. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, mon premier mot, c'est pour vous remercier les uns les autres de la qualité de ce débat, qui est à la fois sociétal, de droit, de dignité. Je crois que c'était important de rappeler un certain nombre de choses et l'évolution. Je crois que c'est un débat de grande maturité, une maturité qui se construit. Je suis assez d'accord de dire que ça se construit au quotidien et que la question ne sera jamais définitivement traitée. Et j'ai envie de dire que si je suis optimiste, c'est bien qu'elle ne soit pas traitée, parce qu'on voit que des évolutions, et que dans toutes les évolutions du monde et de notre pays en particulier, la place de la femme n'est pas toujours et n'est pas respectée comme elle devrait être. Et le mot de la fin, il est pardon, mais pour ce que je connais le mieux, c'est ou pas d'ailleurs, mais les femmes avocates, pour nos consoeurs. Je voudrais leur dire de continuer à se battre pour
pour leur métier d'abord, pour ce qu'elles seront, pour leur famille, pour le respect de leurs droits. Et puis aussi qu'elles se battent en particulier pour l'ensemble des droits des femmes. Et nous comptons sur les avocates, mais sur les avocats aussi, pour le faire, mais particulièrement sur les avocates qui ont ce courage d'exercer cette profession et qu'elles le fassent de manière combative, de manière réfléchie, de manière juridique, de manière intellectuelle et de manière pratique, dans le respect des valeurs que porte la profession d'avocat, des valeurs d'indépendance, d'humanité, de dignité, qui sont les valeurs de notre serment. Et je termine en disant que, en le faisant, elles apporteront beaucoup à la fois au monde des avocats, en tout cas des avocats français, mais aussi au monde tel qu'il est, à la société telle que nous la vivons. Voilà, je crois beaucoup à la place des avocats dans la société, à la place des avocats dans la République, et particulièrement en ce jour à la place des avocates qui, avec beaucoup de savoir et d'intelligence, font rayonner nos droits et notre profession.